Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Quartier interdit. Plus de 170 ans après son abolition, selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, 40 millions de personnes seraient encore victimes d'esclavage dans le monde, sous la forme de travail forcé, de délinquance forcée ou encore d'exploitation sexuelle. La France ne fait pas exception. Elle a d'ailleurs été condamnée 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme en 2005 et en 2012. Ce sont particulièrement les migrants qui sont exposés à ce risque. Ils ne parlent pas toujours français, sont vulnérables et sans vraie connaissance de leurs droits. La législation a-t-elle évolué depuis en France ? Quelles sont les personnes qui pratiquent l'esclavage aujourd'hui ? Comment lutter contre cela ? Pour décrypter ce terrible phénomène, nous recevons Zita Kabaï-Sobra, qui nous livrera son témoignage, et Maître David Desgranges, membre d'une organisation de défense des personnes victimes d'esclavage moderne. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. David Desgranges, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de l'esclavage ? Alors, l'esclavage, on a déjà une première notion qui est apparue avec la loi Taubira en 2000, mais qui concernait en fait la traite historique, donc qui était reconnue comme crime contre l'humanité. On avait, dans les années 2000, deux textes qui étaient les articles 225, 13 et 14 qui réprimaient l'absence ou l'insuffisance de rémunération et les conditions de travail et ou d'hébergement contraires à la dignité humaine. Mais suite à la deuxième condamnation de la France en 2012, à l'initiative du Comité contre l'esclavage moderne, la première étant intervenue en 2005, vous l'avez rappelé tout à l'heure, eh bien en 2013, la France s'est dotée d'un arsenal juridique conforme à ses obligations internationales et notamment à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisque la Cour de Strasbourg, lorsqu'elle a condamné la France, l'a condamnée parce que l'arsenal juridique français n'était pas en conformité avec les obligations internationales de la France. Et un texte a été voté par le Parlement le 5 août 2013 qui a mis en place un système reconnaissant officiellement l'esclavage. Alors, pour schématiser, que dit ce texte sur l'esclavage et pas sur la traite, je parlerai de la traite juste après. Eh bien, il dit que l'esclavage ou la réduction en esclavage est le fait d'attribuer ou de conférer à une personne humaine un attribut ou les attributs du droit de propriété, usus, abusus, fructus. En gros, c'est chosifier une personne humaine, réifier une personne humaine. S'agissant de la traite, parce que là, on est sur quelque chose qui est notre cœur de cible, on va dire, au sein du Comité contre l'esclavage moderne, la traite des êtres humains est définie et réprimée par l'article 225.4.1 du Code pénal, qui dit que la traite, c'est le fait d'accueillir, transporter, transférer, héberger une personne à des fins d'exploitation, et donc des fins d'exploitation qui peuvent être exploitation par le travail, ce qui est le domaine du Comité contre l'esclavage moderne, exploitation sexuelle, trafic d'organes, ou le fait de contraindre des personnes à de la mendicité forcée ou à commettre des crimes ou des délits. Zita Kabaï-Sobra, l'esclavage, c'est bien ce que vous avez vécu quand vous êtes arrivée en France. D'abord, pourquoi avoir quitté les Philippines, votre pays ? Quelle était votre situation là-bas ? Pourquoi j'ai quitté Philippines? C'était parce que ma vie là-bas a été dure. J'étais parmi de 9 enfants de mes parents. Nous vivions dans un village loin de la ville, lequel on n'a pas suffisamment de l'argent pour vivre. Il m'a envoyé à l'école, mais qu'au primaire. Il ne peut pas financer mes études non plus. Donc j'ai déjà commencé aussi à arriver. Est-ce que je vivrai comme ça tout au long de ma vie ou pas? Voilà, donc en fait, quand on regarde la situation au village et que tous les jours c'est la même chose et qu'il n'y a pas d'évolution, bien sûr le rêve arrive aussi. De plus, je voyais aussi des femmes que j'ai entendues aussi, elles travaillaient à l'étranger, qui sont une grande maison, elles peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Donc j'ai commencé aussi à rêver de partir. Voilà, et ça a été commencé comme ça. Et à quel âge vous avez décidé justement de partir des Philippines ? J'avais 32 ans. D'accord. Et vous aviez des enfants là-bas
J'avais 10 enfants, oui. J'étais mariée à mon âge de 18 ans, mariage organisé par mes parents aussi. Et malgré que j'ai insisté de ne pas se marier avec cet homme, j'étais obligée aussi d'accepter, parce que désobéir à un parent, c'était aussi, soit on est puni, soit on quitte le village et on abandonne la famille. Voilà, c'est comme ça se passe à l'époque, quoi. Et quand vous avez décidé de partir, il me semble que vous aviez dit que vous aviez déjà quitté votre village pour vous installer dans la ville. Oui, quand j'ai terminé de primaire, quand mes parents m'ont annoncé de ne plus poursuivre mes études parce qu'ils ne peuvent plus financer, j'ai décidé de partir à Manille. À Manille, lesquelles j'étais déjà employée de maison à mon âge de 12 ans. Donc j'ai vécu, travailler chez une famille chef de l'armée, où ils fermaient aussi la grille de leur bungalow. C'était une grande maison. Le frigo qui est fermé aussi à clé. Aujourd'hui, j'entends ce qu'ont vécu les femmes, qu'ils mangeaient les restes de leur patron. Donc j'ai vécu déjà ça dans mon propre pays. Donc c'est horrible. Et j'ai décidé de partir dans cette maison parce que soit je vais mourir un jour s'il y a un incendie, ou alors je vais chercher une autre chance ailleurs. Et pourquoi avoir choisi l'Europe ? Quand j'ai pensé de partir à l'étranger, c'est pas de venir en Europe. J'ai pensé de partir à Taïwan à l'époque, où j'avais un contrat, tout était en règle. Quand j'ai croisé la dame qui m'avait proposé, vous cherchez d'argent, allez en Europe. Mais bien sûr, quand vous vivez dans un village que vous n'avez rien, vous entendez quand même qu'il y a une chance ailleurs. Bien sûr, soit c'est quand même le meilleur que vous entendez. À l'époque, je connais pas l'Europe. Il m'a dit, oui, en Europe, c'est à Paris. J'ai dit, OK. Et il m'a demandé de donner mon passeport. J'ai donné mon passeport. Et puis, quelques mois plus tard, il m'a dit, vous partez. Donc, je vous retrouverai à Manille. J'étais parmi le 9 aussi philippins. Et Philippines, on était 9 à partir en Europe. Et quand elle m'a redonné le passeport, j'ai vu que le visa, c'est jusqu'en Hongrie. J'ai posé la question parce qu'elle m'avait promis de venir ici à Paris. Et puis, je voyais quand même que le visa s'arrête à Hongrie. Je ne connais pas toutes les visas où ils doivent aller ou pas. Mais ce que je sais, c'est que je sais quand même lire. Quand j'ai posé la question, pourquoi Budapest et pourquoi Hongrie, vous m'avez dit que c'est à Paris. Et elle a dit, non, parce que là-bas, on prendra un autre avion pour aller à Paris. Mais ce n'est même pas juste tout ça, parce qu'en fait, il y avait 2 voitures qui sont venues nous chercher à l'hôtel où nous étions. Et je ne savais pas qu'ils vont nous traverser dans les frontières, dans les fleuves, où je ne savais pas nager, en fait. De l'eau jusqu'aux poules, et c'est un cauchemar.